Bonjour à tous et bienvenue pour ce tant attendu premier épisode du podcast de la COE Ortho Insider en français. Je suis votre animatrice, Dr. Marilyn No, orthopédiste au CHU Sainte-Justine, et aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai la chance de recevoir la Dr. Véronique Godbout, qui est orthopédiste à l'hôpital Notre-Dame, spécialiste en médecine du sport et présidente de l'Association d'orthopédie du Québec. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer cette belle conversation. Alors, bonjour Véronique. Bonjour Marilyn. Merci d'être ici là, pour ce premier épisode de Ortho Insider en français. C'est vraiment cool de faire ça puis de commencer avec toi. Particulièrement parce que tu es la présidente de la OQ. Puis ça, c'est vraiment un point unique pour notre association. Puis, je commencerai avec une question vraiment de base. Comment tu as décidé de t'impliquer avec la OQ? Ça date de loin. Ça a commencé, en fait, parce que Dr. Marie-André Quentin était sur le CA, qui est orthopédiatrique, que tu connais bien à Sainte-Justine. Et elle n'a pas pu finir son mandat, donc le CA cherchait quelqu'un pour la remplacer, idéalement une femme. Et comme les élections se font par région, il cherchait une femme de Montréal. Et puis, il savait que je m'étais impliquée auparavant là, dans d'autres comités. Donc, on m'a demandé si ça me tentait de la remplacer. Donc, c'est comme ça que mon journey, là, mon aventure à OQ a commencé. Puis ça date de 2010-2011, dans ce coin-là. Intéressant. Ouais. Il y a quand même, tu sais, c'est cool que tu aies commencé comme ça, mais c'est quand que tu as peut-être comme commencé à considérer la présidence, parce qu'il y a quand même un grand gap entre s'impliquer et être présidente? Ça a été plus dans les dernières années. Donc, en fait, j'ai fait une dizaine d'années sur le CA, puis vers la fin, mes 2 derniers mandats, j'étais ce qu'on appelle secrétaire trésorière. Souvent, c'est cette personne-là qui va éventuellement devenir présidente. Quand je suis devenue secrétaire trésorière, ça ne m'intéressait pas, mais là, quand on est secrétaire trésorier, on voit vraiment plus tout ce qui se passe, là, puis on est beaucoup plus impliqué dans les dossiers, puis là ça m'a vraiment tenté de m'impliquer, puis de voir tout ce qui peut être fait. Donc, c'est ça, je dirais, dans les 2 dernières années avant d'être présidente. Puis, quand tu as commencé ton mandat comme présidente, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment surpris auquel tu t'attendais pas? La charge de travail. Ah ouais? Ouais. Particulièrement, les dernières années ont été très, très occupées avec beaucoup de dossiers, incluant les négos puis toutes les lois. Ouais. Donc, je dirais que la charge de travail, c'est probablement ce qui m'a surpris. Puis évidemment, je me donne à fond. Là, je fais rien à moitié. Donc, je mets quand même beaucoup d'heures là-dedans. Puis justement, les orthopédistes là, au Québec, là, nous, on voit comme les gens qui travaillent plus dans l'association, mais on ne sait pas qu'est-ce que vous faites exactement. Tu sais, c'est quoi le travail des gens qui participent à l'Association d'orthopédie du Québec que les orthopédistes en général ne voient pas? En fait, il y a beaucoup de choses. Puis, je pense que les gens savent, par exemple, qu'on a un comité économique, puis qu'on a un comité de DPC, entre autres. C'est eux qui organisent tous les congrès. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une façon, par exemple, de s'impliquer dans la OQ. Si on parle du conseil d'administration, c'est... quand il y a des décisions à prendre par rapport à ces comités-là, c'est nous qui avons le dernier mot. Puis c'est tout ce qui est un peu plus politique. Puis tous les dossiers, par exemple, quand il y a des PEM, des demandes de médecins étrangers, quand il y a par exemple, des décisions au niveau de la FMSQ, puis qu'il faut qu'on tienne notre point. Puis on va parler peut-être de la VRA tantôt, mais par exemple, ça, c'est un exemple. Puis pour revenir à quand tu demandais qu'est-ce qui m'a surpris, une des choses qui m'a surpris, c'est le travail avec tous les autres présidents. Donc, on a des commissions de présidents régulièrement. On apprend à rencontrer les autres associations et il y a beaucoup de travail d'équipe, il y a des alliances, puis il y a c'est un petit peu du Big Brother politique, ouais, là. Okay. Puis ça m'a beaucoup étonnée. J'ai appris beaucoup là-dedans. Et puis, on apprend à se faire des alliances, là, je dirais. Puis, il y a beaucoup d'associations qu'on a les mêmes défis. Donc, c'est d'essayer de trouver ces associations-là puis de se mettre en commun. Là. Intéressant parce que, ouais, pour être allé à certaines, comment tu appelles ça, des assemblées des délégués. Ouais. Assemblées de délégués, j'ai vu qu'il y avait effectivement des opinions assez opposées à travers les différentes associations. Hein. C'est pas si évident
là, de naviguer là-dedans. Mais la pratique médicale de chacune des spécialités est tellement différente. Là. Même en orthopédie, quelqu'un qui fait de la main versus quelqu'un qui fait du rachis, quelqu'un d'autre qui fait de la trauma, c'est des pratiques qui sont complètement différentes. Et donc, cette hétérogénéité-là, on la retrouve au sein de la FMSQ. Puis, c'est un petit peu ce qui fait la beauté de la FMSQ, c'est de représenter tous ces types de pratiques-là puis d'essayer de les défendre de façon pas unique, là, mais ensemble au niveau du gouvernement. C'est ça qui est particulier. Ouais. Dans ton mandat actuellement, est-ce que tu as eu une décision qui a été particulièrement difficile à prendre? Je dirais qu'il y a... oui, il y en a une que qui a été difficile plus en relation avec ma pratique, quand il a fallu couper un code pour pouvoir prendre un petit peu l'argent de ce code-là pour créer un autre code, là, quand on parle du forfait de chirurgie complexe pour tout le monde. Donc, on a coupé le code d'infiltration, puis moi, c'était beaucoup dans ma pratique avant, fait que dans le fond, je me coupais moi-même, mais c'était au bénéfice de tout le monde. Donc, puis là, maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très contents d'avoir le forfait de chirurgie complexe. Ouais. Donc, c'est sûr que, tu sais, je suis pas si quelqu'un pense que je suis à la tête de l'AOQ pour mon bénéfice personnel, clairement pas. Ouais, clairement pas. Ouais. Ah, c'est bon. Mais c'est bien, merci de faire ça pour nous. Je reviens un petit peu, là, tantôt on parlait de la FMSQ, les différentes associations. Est-ce que, c'est quoi l'importance d'avoir une association qui est forte au sein de la FMSQ? En fait, j'ai repensé à ça parce que la façon dont la FMSQ fonctionne, ce qui détermine un peu la force, c'est le nombre de votes qu'on va avoir à l'Assemblée des délégués et donc le nombre de délégués qu'on va avoir qui ont droit de vote. Et ce nombre-là est déterminé seulement sur le nombre de membres qu'on a. Okay. Donc, les grosses associations sont nécessairement plus fortes juste parce qu'ils ont plus de membres et plus de votes. Fait que ça, c'est une façon d'être fort. Donc ça, on a peu de contrôle là-dessus. Sinon, d'augmenter notre nombre de PM pour éventuellement avoir plus de membres. Mais sinon, l'autre façon d'être fort, c'est d'être influent puis d'avoir des bons arguments. Puis ça se passe beaucoup dans les commissions de présidents, dans les échanges avec la FMSQ pour démontrer nos points puis pourquoi on pense que nous, on a raison dans nos arguments. Okay. Puis comme tu disais, développer des alliances peut-être avec d'autres associations. Absolument. Pour augmenter notre nombre de délégués qui pourraient avoir un droit de vote, pas un droit de vote, mais un vote similaire. Je comprends. Puis naturellement, nous, nos alliances, est-ce que c'est avec les autres associations chirurgicales ou... Principalement, oui, la chirurgie générale. On a beaucoup de points en commun avec eux, mais ça peut être surprenant comment on a aussi des points communs avec, par exemple, la neurologie ou la chirurgie plastique. Okay. Donc, des fois, c'est pas nécessairement l'association qu'on pense instantanément qui serait notre allié. Là. Puis, dépendant des dossiers, ça va être une ou l'autre. Là. Fait que c'est ça. OK. Puis, tu sais, c'est quand même gros là, de prendre la présidence de l'AOQ, mais d'être aussi la première femme à devenir présidente de l'AOQ. Est-ce que tu as vu des défis supplémentaires dans ce rôle-là, étant donné ta position? Je dirais que je suis assez naïve de ce côté-là, dans le sens que je passais à travers ma... Je pense qu'il faut être naïve pour être rendu où on est. Oui, probablement, mais j'ai passé à travers ma résidence en ayant toutes sortes de défis, pardon, mais tu sais, de mettre ça sur le dos que je suis une femme, on dirait que c'est a posteriori que je me rends compte que, ben oui, c'est vrai, peut-être que ça l'a influencé. Donc, si je regarde maintenant en rétrospect, est-ce que ça l'a influencé? Peut-être. Mais quand je suis arrivée comme présidente, j'étais la première femme orthopédiste présidente, mais il y avait d'autres femmes quand même qui étaient présidentes de leurs associations, certaines depuis très longtemps aussi. Ouais. Donc, j'ai pas senti que c'était plus difficile de faire ma place ou de m'exprimer. Puis comme j'étais assez convaincue dans mes idées, c'était pas très difficile de m'exprimer non plus à la commission des présidents, entre autres. Super. Ouais. Je vais rentrer dans un sujet peut-être un peu plus délicat, là. La situation des médecins spécialistes au Québec. Ouais. Comment tu décrirais là, notre position actuellement? Puis on le sait, on en parle aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui évolue rapidement. Là, mais mettons, dans la dernière année, là, comment tu décrirais ça? Catastrophique?
Oui, je dirais fragile et vulnérable. Et puis, la force des médecins spécialistes, même si on ne s'en rend pas compte, c'est notre mobilité. Puis, ce qui tient la majorité des spécialistes, puis c'est vrai pour toutes les spécialités, là, actuellement au Québec, c'est probablement la famille. C'est probablement la seule chose qui maintient ça ici. Fait que qui maintient les spécialistes ici. Est-ce que tu penses que le gouvernement joue vraiment là-dessus? Ils savent que les médecins spécialistes québécois ont... À mon avis, soit le gouvernement... Moi, je pense que le gouvernement sait ce qu'il fait, là. Donc, je serais pas prête à dire qu'ils sont pas au courant. Puis je pense qu'ils pensent qu'on va juste naïvement rester ici, là, puis qu'on va pas utiliser notre pouvoir de mobilité. Malheureusement, dans d'autres spécialités, il y en a beaucoup qui sont partis déjà. En orthopédie aussi. En orthopédie, on a... on va peut-être en parler, mais on peut aller un petit peu au privé. Il y en a qui vont faire de l'expertise, il y en a qui vont faire de la consultation. Il y a quand même quelques portes de sortie qui fait qu'on va sortir du réseau, mais rester au Québec. Il y en a d'autres qui vont juste changer. Là. J'en connais quelques-uns qui ont trouvé des postes Puis ça, est-ce que l'AOQ ont des statistiques là-dessus? Tu sais, comme sur qu'est-ce qui s'est passé là, depuis septembre 2025? À part... c'est sûr qu'annuellement, on a notre membership. Là, donc, on peut savoir le nombre de membres officiellement qu'on a. Ceci dit, c'est pas parce que quelqu'un change de province qui est automatiquement plus membre de l'AOQ. Donc, à part faire des sondages puis demander directement aux gens, on n'a pas d'autre façon d'avoir de statistiques claires là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de sondages. Oui, bien, c'est ça. Puis, dans notre association, je sais pas, peut-être j'ai pas rapport, mais j'ai l'impression qu'on est une association avec une moyenne d'âge peut-être un peu plus élevée. Est-ce que ça se peut? On ressemble à la chirurgie générale beaucoup là-dessus, là, démographiquement. Donc, oui, on a une moyenne d'âge qui est quand même assez élevée. Avec, contrairement à d'autres associations, par exemple la psychiatrie, un âge de pratique qui peut s'étendre loin. Donc, on a beaucoup d'orthopédistes qui travaillent en haut de 65-70 ans, mais ils font pas de garde. Donc, le workforce, là, pour répondre aux besoins, malheureusement, on est une vieille spécialité avec un âge de pratique qui est pas si élevé que ça pour répondre aux besoins primaires de la spécialité. Comprends. Puis, dans les sondages, justement, faits par la OQ, est-ce que, tu sais, ces gens-là qui travaillent encore 65, 70 ans et plus, est-ce qu'on a une idée s'ils avaient décidé qu'ils prendraient leur retraite plus rapidement à cause de ça? Ou? Dans les sondages qu'on a faits, on a presque 30% qui disaient qu'ils voulaient prendre leur retraite de façon prématurée à cause de la situation politique puis de tout ce qui se passe. 30%? C'est beaucoup. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Puis dans ces gens-là, dans ces orthopédistes-là, il y en a beaucoup qui rendent un grand service sans nécessairement faire de garde, ou il y en a qui font plus de salle d'opération, mais ils font beaucoup d'expertise. Puis ils font beaucoup de consultations, puis ils redirigent adéquatement parce qu'ils connaissent les membres. Donc, un problème très spécifique qui est plus rare ou qui n'est pas fait par tout le monde, au lieu de l'envoyer juste par hasard un orthopédiste qui va l'envoyer un autre ortho, etc., bien, ils vont directement l'envoyer aux bonnes personnes en général. Donc, de perdre ces gens-là, bien, ça va faire perdre une certaine efficacité au réseau. Oui, effectivement. Ça va être quoi les prochains défis, tu dirais, pour les orthopédistes en 2026 en lien avec tout ça? T'sais, on va perdre des membres, il y en a qui vont déménager. Je sais pas, moi, je vois ça énorme. Là, la charge de travail va augmenter aussi. C'est exactement ça, en fait. Moi, ça fait un bon 2-3 ans que j'avise, que je vois ça venir parce que je vois les petites cohortes de résidents qui commencent à finir maintenant. Je vois l'âge moyen, je vois la situation politique. Et donc, le grand défi là, pour le prochain 5 ans, je dirais, ça va être les bris de couverture. Ça va être de fournir le service de base. Puis là, si miraculeusement, dans un monde de licorne, le gouvernement réussit à nous trouver tout plein de salles d'op, bien non seulement on va avoir
plein de salles d'op, ce qui est génial. On va être capable d'opérer nos patients, mais on va être probablement dans un état de fatigue incroyable parce que la garde va devenir insupportable. C'est clairement pour finir orthopédiste, on est des gens travaillants nécessairement, mais il y a quand même une certaine limite à tout ça, là. Donc, on va comme un peu épuiser là, notre force travaillante orthopédique. Oui. C'est donc dans les solutions, parce qu'il faut voir un petit peu les solutions, je crois qu'un des points importants, puis sur lequel j'ai beaucoup milité, puis que je vais continuer à faire, c'est d'essayer de faire que le musculo-squelettique qui est non chirurgical soit vu et géré par d'autres spécialistes que les chirurgiens orthopédistes. Mm-hmm. Culturellement, les orthopédistes, j'aime l'expression qu'on m'a dit, c'est des yes men, dans le sens que on dit oui à tout, on voit tout le monde, c'est facile d'envoyer un patient en orthopédie en urgence rapidement, es-tu capable de le voir? Oui. Ce qui fait que notre charge de travail est immense, mais la pertinence de tous ces gens-là qu'on voit est variable selon le type de pratique, mais je dirais qu'il y a probablement un 30% facile de consultations qui n'ont pas besoin d'être dans nos cliniques, qu'on n'a pas besoin de voir. Fait que si on enlève ce 30% de charge de travail-là, que ce soit traumatique ou atraumatique, on va améliorer un peu notre disponibilité déjà pour voir de la pertinence, voir qu'est-ce qui est vraiment chirurgical, puis de pouvoir suivre nos patients. Donc, c'est un de nos chevals de bataille. Puis qu'est-ce que tu penses de... Tu sais, classiquement, là, en orthopédie, on voit les gens quand même à un débit assez rapide. De plus en plus, les patients, ils en veulent plus. Ils veulent plus de temps avec leur médecin, sont vraiment plus exigeants. Ça va pas aider notre situation, ça. Non, puis ça, on le voit déjà, en fait, dans notre pratique. Souvent, les gens qui prennent plus de temps avec leurs patients et qui donnent plus d'explications vont souvent avoir une réputation parmi les omnis, les patients, les physios, puis ils vont se faire envoyer des patients en deuxième puis troisième opinion. Puis là, tout ce que ces gens-là font, c'est répondre aux questions qui n'ont pas été répondues. Puis ils vont se faire déjà sur une autre liste. Ouais. Donc ça, c'est un peu une perte de temps et d'énergie aussi. Là. Si la première personne le faisait adéquatement la première fois, bien, ça aiderait. Puis dans le même ordre d'idées, est-ce qu'on a des statistiques sur, puis peut-être qu'on n'en a pas, là, sur le nombre de plaintes au Collège des médecins envers les orthopédistes? C'est-tu quelque chose qui est en augmentation ou... J'avoue que moi, j'ai pas de chiffres spécifiques là-dessus. Je me suis pas informée directement non plus au collège. Ça pourrait être une question adéquate, mais là, je veux pas faire de préjugés positifs ou négatifs, là, mais on sait qu'au Québec, on est à peu près 40% de femmes en orthopédie, ce qui est énorme. Par rapport à toutes les autres provinces et tout le reste du monde. Puis, parallèlement, on sait qu'en général, les femmes prennent un peu plus de temps avec leurs patients puis ont une meilleure communication. Donc, normalement, je ne m'attendrais pas à ce que ce chiffre-là de plaintes pour des raisons de communication soit en hausse en orthopédie. Oui, je comprends. Mais ce serait peut-être un sujet intéressant à explorer. À explorer parce qu'il me semble que j'en entends de plus en plus autour de moi. Puis j'ai l'impression que les patients, les familles sont vraiment plus en mode défensif. Là, on dirait quand on les rencontre, tout ça. Oui. Il y a tellement d'informations qui sont disponibles maintenant sur Internet que les gens s'informent avant. Puis là, quand ils viennent, ils veulent valider ou invalider, exactement. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il faut comme souvent déconstruire des mythes qui... Donc, oui, ça prend du temps. Ouais. Je vais revenir dans un sujet, là, on a dit vite fait le mot VRA tantôt, parce que ça, c'est peut-être quelque chose qui va revenir là, de plus en plus là, dans les prochains mois, prochaines années. Qu'est-ce que c'est la VRA, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là? C'est quoi son objectif? En fait, la VRA, c'est la valeur relative de l'acte. Puis ça, c'est un dossier qui... Le but d'une VRA ou de développer un outil comme ça, c'est ultimement de réduire les écarts de rémunération entre les différentes spécialités. Parce qu'on sait qu'il y a des spécialités qui sont beaucoup moins payées que d'autres qui sont beaucoup plus payées. Ça va jusqu'à 3 à 4 fois l'indice de dispersion. Et à chaque fois qu'il y a des négociations, puis qu'on s'attend à avoir de l'argent, une augmentation globale de l'enveloppe, ben cet nouvel argent-là, il faut qu'il soit distribué. Donc là, à chaque fois, on se dit à la FMSQ, ben ça va être une façon d'essayer de rééquilibrer
les écarts, les iniquités entre les spécialités. Puis il y a eu toutes sortes d'outils historiquement qui ont été faits. Puis on se retrouve 12, 15 ans plus tard avec les mêmes iniquités qui sont même amplifiées. Donc, la VRA, c'est un nouvel effort pour essayer de dire on va essayer de diminuer les écarts. Et puis la logique derrière ça, c'est qu'on s'est dit, au lieu de prendre on exclut la personne qui parle parce que je n'étais pas dans les discussions initialement, évidemment. On va prendre, au lieu de prendre le salaire annuel, on va prendre un acte, puis on va essayer de mettre une valeur sur cet acte-là en fonction de la durée qu'il prend, en fonction de sa complexité, des complications possibles, de la formation nécessaire pour être capable de faire cet acte-là. Donc là, la FMSQ a engagé différentes firmes, puis a fait plusieurs étapes pour arriver à tout ça, puis a essayé de déterminer c'était quoi la valeur d'un acte. Puis là, en se disant que normalement, si les actes sont bien numérisés, que le montant est bien attribué, ben ça devrait réduire les écarts entre les spécialités. Puis finalement, la date, là, ça fait un bon 2 ans là, que ça dure, tout ce processus-là. Puis dernièrement, à l'automne, on a eu une première ébauche de ce que donnerait la VRA pour nos spécialités. Puis là, moi, j'ai pas les résultats pour toutes les spécialités, mais en orthopédie, c'est catastrophique, dans le sens que ça dévalue nos actes complètement. Donc, selon l'exercice de la VRA, de nos actes qui ont été mis là-dedans, on serait trop payé pour la majorité de nos actes. Je vais prendre un acte que tu connais bien, le ligament croisé antérieur. Il était presque 30 à 40% surévalué selon cet outil-là. Alors que si on regarde cet acte-là payé au Québec aujourd'hui versus les autres provinces, on est beaucoup moins payé. Puis là, on serait dévalué. Donc, évidemment, nous, ainsi que plusieurs autres associations, n'étaient pas d'accord avec les résultats. Puis la FMSQ se rend compte, je pense que, ça convient pas, ça ne répond pas à l'objectif initial. Donc, il va y avoir une suite là-dessus. Sauf que là, entre le temps où on a eu nos résultats préliminaires. Et maintenant, il y a eu toutes les négociations, le projet de loi 83, le 106, le 2, etc. Donc, la VRA a un peu été mis de côté parce qu'à un moment donné, on n'avait pas de nouvel argent. Donc, de mettre un outil comme la VRA, ça sert à rien si on a moins 25% de notre salaire. Mais là, quand les omnis ont réglé et puis il y avait peut-être une lueur d'espoir qu'on ait du nouvel argent, c'est revenu un petit peu. Mais clairement, dès que les négociations vont être terminées, à la FMSQ, ça va être le gros dossier principal, puis ça va être ça mon dossier principal aussi. Ah wow, fait gros défi, là, parce que là, on peut pas... C'est pas vrai qu'on va descendre de 30 à 40%. Non. Puis, dans tout ça, là, je pense que c'est une question qu'il y a beaucoup d'orthopédistes qui vont se poser. Comment c'est pris en compte le style de pratique? Tu sais, nous, comme orthopédistes, on est souvent amenés à faire des cas d'urgence la nuit. Tu sais, oui, c'est bonifié, tout ça, mais c'est quand même assez récurrent, cette problématique-là, avec notre profession, alors qu'il y en a d'autres qui ont juste pas de garde. Exact. En termes de qualité de vie, ça a un impact majeur. On s'en rend pas compte quand on est résident, on travaille 300 heures par semaine, puis on trouve ça le fun, mais quand on commence à vivre pour vrai, les gardes, c'est quand même assez prenant pour la majorité des orthopédistes. Puis, personnellement, j'ai pas l'impression que c'est tant pris en compte que ça, parce que oui, ton acte la nuit est majoré, mais on considère pas là-dedans le temps que tu as pris pour recevoir l'appel, aller faire la consultation, attendre que ce soit ton tour au bloc opératoire. Finalement, un acte qui va te prendre peut-être 1 heure la nuit, mais il t'a coûté ta nuit au complet. Exact. Comment c'est pris en compte, ça, dans toute cette histoire de VRA? En fait, c'est super bien que tu amènes le point parce que mon argument principal depuis le début, c'est que la prémisse de base de VRA est pas bonne, dans le sens qu'initialement, ils veulent comparer juste les revenus, ce qu'on appelle le RMB, qui est le revenu moyen brut, ou le revenu moyen net. C'est une fois qu'on a enlevé les frais techniques puis les composantes de cabinet, parce que de toute façon, cet argent-là, normalement, il va pas à nous. Et puis, ce que moi, je demande depuis presque le début de mon mandat, c'est de rajouter une colonne qui va être le revenu moyen net de jour. Donc, quand on compare des revenus... Ça existe-tu, ça, déjà? Bien là, on est plusieurs associations à l'avoir demandé. Il y en a beaucoup qui ont demandé d'avoir ceux de tout le monde.
la FMSQ a été très réticente à le donner. Fait que là, ils ont dit, on va le donner à ceux qui nous le demandent. Donc, nous, on l'a eu. Nous, on sait que en moyenne, là, puis là, ça va varier d'une personne à l'autre, mais en moyenne, on a presque 20 de notre revenu, 19 et des poussières, qui est faite en heures défavorables. Donc là, si on compare notre revenu moyen de jour avec d'autres spécialités qui travaillent essentiellement de jour, ben là, on est vraiment en bas. En bas. Donc, oui, il y a des bonifications pour quand on travaille le soir et la fin de semaine, mais justement, ça devrait pas être pris en compte parce que ça devrait être plus le revenu de jour. Fait que ça, c'est une des batailles que j'ai beaucoup poussées, puis que j'ai convaincu plein de présidents de demander leur revenu de jour en heure favorable. Et puis, on devrait éventuellement l'avoir pour se comparer, puis partir la comparaison, de dire c'est qui les associations très bien payées puis celles qui sont moins bien payées en fonction d'un revenu comparable de jour. Oui. Puis ça, ben ça va changer où est-ce qu'on est placé dans la, on peut dire, hiérarchie des revenus. Oui, on devrait se descendre pas mal. On va descendre pas mal. Puis la chirurgie générale aussi, là, puis on sait, la fin de semaine, d'habitude, il y a l'orthopédie, la générale, puis d'habitude, l'anesthésiste si on opère. Donc, la chirurgie générale, on s'est échangé nos chiffres. Eux, ils sont presque à 25. Là, ils sont à 23 OK. Ce qui fait du sens, là, parce que souvent, on se fait bumper par la générale. Fait que là, nous, on a perdu notre nuit. On n'opère pas, fait qu'on peut pas le facturer, mais on était là pareil. Mais donc, ça va vraiment changer en tout cas, je t'encourage vraiment à continuer la bataille pour ça parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment important pour notre spécialité. Là, puis même pour attirer éventuellement des plus jeunes dans notre spécialité. Justement, on parle de bloc opératoire. Ça me semble aussi un problème, l'accès au bloc opératoire au Québec. Est-ce que ça l'est ou c'est... C'est extrêmement variable. Puis je pense que c'est un des gros défauts du Québec, c'est ça, c'est que l'accès aux ressources est très dépendant de la gestion locale et n'est pas du tout pareil d'une place à l'autre. Donc, il y a des endroits que ça fonctionne bien. Les orthopédistes peuvent opérer au moins 2 fois par semaine, même des fois 3. Puis tout roule bien, c'est efficace. Puis il y a d'autres endroits où ils ont de la misère à avoir 1 fois par semaine. Et puis ça, c'est inacceptable. Nous, on a un comité des normes. Il y a un autre comité qui est disponible à l'AOQ où on a émis qu'il fallait pour un maintien de compétences minimales, là, un orthopédiste se doit d'opérer au moins 1 fois par semaine. Idéalement 2 fois par semaine. Puis c'est pas ça partout. Ouais. Donc, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des milieux qui ont ça 2-3 jours par semaine, puis d'autres, c'est 2-3 jours par mois? Comment ces disparités-là se sont installées? Est-ce que c'est propre au CIUS, à l'hôpital? Qu'est-ce qui... c'est probablement des facteurs un petit peu différents dans chaque place, mais il y a un des facteurs, c'est une volonté locale. De vouloir donner du temps à l'orthopédie. Je pense que ce qui aide, c'est quand les orthopédistes s'impliquent dans les postes décisionnels, chef de service, chef de département, etc. Ça aide énormément. Donc, je vous encourage tous à vous impliquer dans les milieux hospitaliers ou sinon à l'AOQ aussi. Là, mais, et puis, l'autre chose qui va jouer, c'est c'est qui les autres spécialités qui sont là. Donc, c'est sûr que dans un hôpital plus régional, où il y a les 5-6 spécialités de base, ça va peut-être être un petit peu plus facile que l'orthopédie prenne plus de place puis ait plus de temps opératoire en fonction de ses listes d'attente. Mais dans les gros hôpitaux plus universitaires, ça devient beaucoup plus difficile de faire valoir notre place. Puis probablement un peu comme pendant la pandémie, parce qu'on ne sauve pas une vie, ou pas tant souvent, on ne sauve pas une vie avec notre chirurgie immédiate, ce qui fait qu'on est facile à tasser au détriment de la population, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un dans l'administration qui ait besoin de l'orthopédie. En général, c'est difficile de faire sa place. Oui, OK. Mais c'est vraiment intéressant de voir la disparité. Ça fait une belle transition vers le prochain point que je veux apporter, la médecine privée. Pratiquer, faire des chirurgies au privé. Là. Je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus populaire dans notre spécialité aussi. C'est quoi ton point de vue en général sur ça, en lien avec l'orthopédie?
l'orthopédie est effectivement une des spécialités la plus exposée au privé. Puis là, on va parler du privé des affiliés et non pas de la gestion privée, par exemple, d'un CMS ou d'un bureau ou d'un cabinet. Ouais. Donc, vraiment du privé comme la désaffiliation. On a... mon point de vue, c'est que... Puis celui de l'association, en fait, là, parce qu'on a fait un énoncé de position là-dessus, c'est que c'est correct d'avoir accès au privé, particulièrement quand le public n'est pas capable de nous donner les ressources. Puis principalement parce que pour maintenir une compétence, on pense qu'un orthopédiste doit opérer au moins 2 fois par semaine. Donc, si on n'a pas ça, puis que l'hôpital, le public n'est pas capable de nous offrir ça, bien que l'orthopédiste soit capable d'aller au privé pour maintenir ses compétences, c'est correct. Mais idéalement, dans un réseau public fort, on n'aurait pas besoin du privé. Ce serait marginal. Malheureusement, on dirait que le gouvernement s'entête à affaiblir le réseau public de plus en plus, puis à nous chasser presque vers le privé. Donc, ça reste que... Je pense que c'est bien que ce soit disponible, que les patients qui veulent, par choix, aller au privé puissent le faire. Ce que je trouve déplorable, c'est que des patients se sentent obligés de le faire pour avoir accès à des soins de santé. Ça, c'est inacceptable. Oui. Puis en ce moment, la situation du privé en orthopédie au Québec, ça ressemble à quoi? Est-ce que l'AOQ a des chiffres de ça? Ou... Non, on n'a pas de chiffres là-dessus. Encore une fois, juste par sondage, là, quand on demande est-ce que vous êtes des affiliés, on est capable de voir une liste publiée une fois par mois qui est un peu une photo du moment sur qui est désaffilié au moment où ils publient cette liste-là. Mais ça nous dit pas qui est désaffilié à 100% depuis tout le temps ou qui fait du in and out. Ouais. Donc, c'est variable, mais ce que je constate là, en parlant aux gens sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup plus d'orthopédistes aujourd'hui qui se désaffilient de façon occasionnelle que ce qu'il y a 1 an puis qu'il y a 2 ans. Là. Puis ça, est-ce que c'est en général les orthopédistes qui, comme on parlait tantôt, ceux qui n'ont pas accès au bloc opératoire, ou il y en a qui sont même dans des milieux très bien desservis par les salles d'op au public, mais qui se désaffilient c'est aussi? surtout ceux qui ont moins accès au bloc. Il y a, de ceux que je constate, là, il y en a qui ont quand même un bon accès au bloc, mais c'est des équipes qui sont bien ficelées, puis il n'y a pas d'impact. Il ne semble pas avoir d'impact, du moins sur le réseau public. Okay. Là. Dirais-tu que le privé, c'est une solution pour tous nos problèmes d'accès au bloc opératoire au Québec? C'est pas une solution permanente. Mais actuellement, mais quand je suis on obligée commence à de ouvrir dire... le privé, malheureusement, tu sais, c'est dur de revenir en arrière, non? Quand c'est... y a le grand attrait du privé, c'est que quand on est au privé, c'est quelqu'un qui fait juste du privé, il fait pas de garde, il fait pas de trauma. Donc, si un orthopédiste, c'est la partie qu'il aime pas de sa job, ben c'est clair que l'attrait du privé va être plus fort. Souvent, ce qui nous a amené en orthopédie, c'est un peu la trauma, puis l'imprévu, puis la créativité qu'il faut avoir devant toutes les nouvelles choses qu'on peut voir en trauma. Donc, on espère que ça va quand même garder nos membres plus au public. Ouais. Mais c'est sûr que qu'il y a beaucoup d'attrait au privé. Puis malheureusement, si on dégarnit notre réseau, puis que les gens ne maintiennent pas leur attachement ou leur tâche ou leur devoir envers le public, ça va aggraver le trou qu'on parlait tantôt des retraites, des petites cohortes qui finissent, puis là, des gens qui s'exilent plus vers le privé. Ça, c'est problématique. Puis même si tous ces orthopédistes-là vont pratiquer au privé, même pour l'enseignement de nos futurs orthopédistes, c'est pas l'idéal non plus. Hein? Pas du tout, parce que là, les seuls cas qui vont rester, ben pas les seuls, mais les cas qui vont principalement rester au public, c'est des cas complexes de révision ou autres, qui sont pas nécessairement ce que le résident a besoin de voir pour son apprentissage. Donc, je crois qu'une des solutions, si le privé est pour prendre de plus en plus de place, c'est que le privé s'ouvre à l'enseignement. En France, c'est comme ça. Il y a des résidents qui vont dans le privé. Ça pourrait être une solution parce qu'on sait que les cas qui sont faits en privé, en général, c'est des cas primaires, des cas simples. Puis il faut exposer nos résidents à ça. Donc, ça pourrait certainement être une voie d'ouverture. Puis, il y a, des fois, on entend là, dans les médias, les soins de santé au privé sont meilleurs
Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai de la misère avec ça parce que, du moins au Québec, c'est les mêmes orthopédistes et puis qui ont été formés ici en général. Donc, la compétence médicale n'est certainement pas meilleure au privé qu'au public. Donc, je pense qu'il faut faire très, très attention quand on dit ça, que les soins sont meilleurs au privé. Ce qui va peut-être, pour l'expérience patient, va peut-être être meilleure parce qu'au lieu d'avoir un orthopédiste qui se fait déranger 5 fois pendant la consultation par l'infirmière, par l'urgence, parce qu'il y a un cas ou tout ça, le médecin va être one-on-one avec lui puis il va prendre le temps qu'il faut. Ouais. Donc, oui, l'expérience patient peut être meilleure, mais la compétence médicale n'est pas meilleure. Puis, j'aurais tendance à dire que malheureusement, on a peut-être certains spécialistes, puis là, je ne vais pas mettre juste des orthopédistes dans ce lot-là, je vais mettre tous ceux qui font du privé esthétique ou autre dans d'autres spécialités. Il y a la pas du gain qui est là, puis des fois, les indications vont malheureusement pas être respectées selon la science dans le privé. Là. Fait que peut-être que si un patient consulte un orthopédiste au privé, il y a plus de chances d'avoir de se faire offrir une chirurgie que s'il était au public. Absolument. Ouais. C'est pas parce que le médecin est meilleur. Je comprends. Mais c'est triste. Ouais. C'est triste un peu pour tout ça. Ce qui est le plus dommage dans ça, c'est que le Collège des médecins... mon impression, c'est que le Collège des médecins n'est pas en mesure de vérifier la pratique des membres au privé parce qu'il n'y a pas nécessairement accès aux dossiers médicaux comme il peut le faire en milieu hospitalier à cause d'une loi qui, là, je ne connais pas les détails, là, mais je pense qu'il y a une loi qui dit que si les propriétaires, c'est pas des médecins, ils ne peuvent pas aller... comme demander les dossiers médicaux pour faire des enquêtes, par exemple. Fait que ça complexifie un petit peu les choses, puis ça fait que la pratique au privé est moins bien suivie par le Collège des médecins, entre autres. Fait que si j'ai bien compris, dans le fond, la position de l'AOQ en lien avec le privé, c'est adéquat pour quelqu'un qui aurait un accès au bloc opératoire qui est très déficitaire par rapport aux recommandations, pour avoir un meilleur accès au bloc opératoire. Mais techniquement, dans un futur idéal, on ne compterait pas là-dessus pour offrir des soins aux Québécois. Oui, en fait, c'est ça. On est d'accord qu'il y ait du privé, mais on n'est pas d'accord de détruire le public pour favoriser le privé. C'est bon. Si aujourd'hui, tu pouvais changer une chose dans notre système de santé pour que les choses s'améliorent, qu'est-ce que tu changerais? Je changerais tout ce qui est nécessaire pour que les médecins fassent de la médecine. Ah oui! Moi, j'aime tellement changer le papier sur les tables, faire des fax. C'est ça. Parce que je trouve ça tellement ridicule que quand tu finis ta journée, que ce soit en salle d'op ou à la clinique externe, que tu te rendes compte qu'il y a plus que 50% de ta journée qui a été passé à faire autre chose que de la médecine ou de la chirurgie. Particulièrement en salle d'op, là, quand tu regardes ton temps chirurgical, c'est moins que 50% du temps. Et puis quand tu regardes en clinique externe, le temps passé avec le patient ou à réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire, ça va être quoi ma conduite, ça soit moins que 50% du temps aussi. Là. Ça, je trouve que c'est une aberration. Ça serait vraiment génial. Donc, si j'avais une chose à changer, ce serait ça. Mais d'avoir un physician assistant. Bien, ça, c'est une des solutions qui peut aider. T'sais, des fois, il y a des places, ça peut être des physios, des scribes, il y a plein de solutions. Là. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour aller vers ça. Mais ce serait mon... rêve. Ouais. Puis, d'ici la fin de ton mandat, ta priorité, ça va être quoi? Bien, dès que les négos vont être finis, ça va être la VRA. Ah ouais, c'est clair que ça va être... valeur de l'acte de jour. Valeur relative de l'acte en comparant les revenus de jour. Ouais. Parfait. Puis, pourquoi tu encouragerais les membres, les orthopédistes au Québec à s'impliquer dans l'association? Pour aider à défendre leur position, dans le fond, puis à défendre leurs valeurs par rapport à leur type de pratique. Je pense que si vous croyez en quelque chose, si vous avez des solutions, si vous êtes créatif dans vos milieux puis que vous avez des places où ça fonctionne bien, ça prend ça des fois comme moteur de changement. Là, donc, pour aider à défendre vos positions et vos valeurs. OK. Un mythe sur la présidence de l'AOQ? Qu'on fait rien. Ah, vous faites quelque chose? Oui, c'est ça.
On entend souvent, puis on l'a vu beaucoup là, pendant les négociations aussi par rapport à la FMSQ. Il se passe rien parce que publiquement, on n'entend rien. Fait que des fois, il ne faut pas juste se fier là-dessus. Puis une des choses que j'ai appris comme présidente, c'est dans les relations avec les médias. Des fois, on fait des super bonnes entrevues, on a des super bons arguments. Ils gardent le 5 secondes où on a dit quelque chose qui n'a pas rapport avec le dossier. Premier, on va garder l'entièreté de l'enregistrement. Ouais, c'est ça. Donc... fait que je pense qu'il y a un mythe, là, c'est que les associations ou les fédérations ne font rien, alors que c'est tout faux. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui se fait. Puis des fois, il y a des stratégies, tu sais, des fois qu'on peut pas nécessairement tout dire. Oui, normal. Une qualité d'un bon leader? Je dirais être à l'écoute et puis comprendre les points de vue qui nous sont amenés. Ouais. Un dossier qui te tient particulièrement à cœur en ce moment? Si on enlève les négos puis la VRA, là, je pense que c'est ce que j'ai mentionné tantôt, là, que le musculo-squelettique non chirurgical soit géré par d'autres mondes que les orthopédistes. Ça pour moi, c'est important. Puis donc, d'amener toutes les ressources possibles pour supporter ça, là, que ce soit des physician assistants ou des physios ou des cliniques musculo-squelettiques là, ou autres. Ouais. Quel conseil tu donnerais à une étudiante en médecine qui s'intéresse à l'orthopédie? Suis tes rêves. L'orthopédie, c'est une spécialité qui est vraiment tripante. Donc, de pas avoir peur d'aller vers quelque chose qui est tentant parce qu'on entend que c'est difficile, parce qu'on travaille fort, puis parce que j'ai dit que les 5 prochaines années allaient être difficiles. Mais si c'est une spécialité qui est vraiment stimulante, puis je pense qu'on a une relation privilégiée avec nos patients parce que même si on ne sauve pas la vie dans la majorité de nos chirurgies, là, on sauve la qualité de vie. Puis ça, je pense que c'est super important. Puis la reconnaissance qu'on a de nos patients est immense. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à tes membres? De s'impliquer, comme on l'a dit tantôt, puis de continuer à faire de la bonne médecine, de suivre les indications, puis d'écouter les patients. Privé ou pas, on suit... Privé ou pas, oui. Mais aussi d'écouter les patients. Je pense que ça arrive trop souvent qu'on se fie sur ce qu'on a appris. Autant il faut suivre la science, là, mais des fois, il faut écouter le patient aussi. Puis il y a un patient qui nous dit qu'il a encore mal après une chirurgie qu'on a faite, même si on pense qu'on l'a bien faite, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui va pas bien. Fait que ça, ouais. Super. Je te donne une dernière fois le micro pour un message de la fin. Promis, je vais pas le couper. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à nos auditeurs? J'aimerais d'abord remercier tous les membres, parce que depuis mon mandat de présidence, j'ai appris à connaître vraiment beaucoup plus d'orthopédistes. Puis je trouve qu'on a vraiment une communauté qui est super riche, qui humaine, qui participe, puis de continuer à s'impliquer. Puis je veux vous remercier pour tout le feedback que vous m'avez donné. Là. Je pense qu'une des choses qui a beaucoup aidé, c'est qu'on a démarré les réunions de chefs de service plus fréquemment. Puis ça m'a permis de connaître les gens, puis d'avoir beaucoup plus le pouls du terrain, puis de pouvoir plus dire qu'est-ce que l'association fait. Donc, je veux remercier les membres pour leur input. Bien, Véronique, un grand merci d'être venue aujourd'hui nous voir sur ce premier épisode, en fait, de la nouvelle version francophone de Ortho Insider. Merci!